Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de comment peut-on mieux entendre. Nombreux sont ceux qui ne s'aperçoivent pas de la baisse de leur audition. Évidemment, ils sont nombreux en France, 7 millions de malentendants et 80% ne font rien pour la corriger. Pour parler de ce sujet, nous accueillons sur le plateau d'Atout Santé M. Jérôme Lefeuvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes audioprothésiste et vous êtes aussi malentendant. Absolument. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes accompagné du docteur Elisabeth Mamel. Bonjour. Vous êtes ORL. Bonjour. À vos côtés, Marie-Laure Coste. Vous êtes patiente aussi. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Et vous êtes en face de Chérif Zekwan. Vous êtes patient aussi, Chérif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Atout Santé. Alors, docteur Elisabeth Mamel, vous êtes la sachante dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment fonctionne le système auditif ? Alors, le système auditif, il est constitué d'une oreille qui va capter le son et le transmettre au cerveau via le nerf auditif. L'oreille, elle est constituée en 3 parties. L'oreille externe, qui est constituée du pavillon et du conduit auditif. Ensuite, il y a l'oreille moyenne, où il y a la membrane tympanique qui va recevoir la vibration sonore. Ça, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, après le conduit auditif. Et cette vibration va être transmise via 3 osselets, ça s'appelle le marteau, l'enclume et l'étrier. Ça va transmettre à l'oreille interne le son. L'oreille interne est, elle, le vrai organe sensoriel qui va transformer le son en signal pour le cerveau. C'est très clair. Merci de ces explications. Nos téléspectateurs ont sans doute très bien compris. Et nous allons tout de suite dans un reportage voir Chérif qui va nous raconter son histoire malentendant depuis 23 ans. Un reportage proposé par Marjorie Nadal. Il y a une vingtaine d'années, on va dire 23 ans même précisément, malheureusement j'ai dû affronter le décès de ma maman et c'est ce qui a déclenché tous mes problèmes auditifs. C'est passé un laps de temps encore et là, deuxième histoire pour moi, j'ai perdu mon meilleur ami et et là c'est un acouphène qui s'est déclenché et j'en parle avec émotion. Donc j'ai un acouphène qui s'est déclenché, qui est devenu même un acouphène très sévère. Et c'est là vraiment que j'ai fait une perte d'audition, on va dire quasi instantanée, de l'oreille droite. Ça arrive d'un coup d'un seul. C'est quand même un phénomène incroyable. C'est que je me rappelle très bien l'instant où ça s'est produit. Moi, j'étais au bureau. Et là, je me suis levé. J'ai commencé même à aller voir une de mes collègues en disant, tiens, je comprends pas ce qui se passe, etc., etc. Ce faisant, j'ai quitté le bureau tout de suite. Et il se trouve il a fallu que j'aille à la pompe à essence et je me suis retrouvé dans un environnement où il y avait du bruit quand même autour de moi. Et des voitures qui démarrent, des voitures qui s'arrêtent, et puis ce qu'on entend d'habitude, quoi. Et là, plus rien. Et là, la stupeur. Et je suis rentré à la maison et j'ai passé quasiment une nuit blanche, quoi. Et dès le lendemain, j'ai pas fait ni une ni deux. Je suis parti à l'hôpital directement. Voilà ce que l'on ressent et c'est vraiment déstabilisant, avec même des vertiges, dans le sens où on n'a plus cette notion d'équilibre que l'on a d'habitude. Moi, je suis quelqu'un qui est très impliqué, par exemple, qui était très impliqué à l'époque dans le mouvement associatif, je peux même dire dans le mouvement politique. Et j'assistais à énormément de réunions et là, pour moi, c'était une très très grosse difficulté et du reste, j'y allais plus pratiquement. Je n'y allais plus et pendant 3 mois, je me suis un peu recroquevillé sur moi-même et j'ai eu de grosses difficultés. Alors, le fait est, c'est qu'au bout de 3 mois, on m'a appareillé et j'ai pu à ce moment-là renouer avec ce que je faisais et puis on va dire quasiment avoir une vie normale. Docteur Mamel, on vient de voir le cas de Chérif. Est-ce que c'est un cas classique ? Est-ce qu'il faut un événement particulier dans la vie pour perdre l'audition ou est-ce qu'il y a d'autres cas ? Alors, la surdité, elle peut survenir de manière brutale, dans certains cas.
des maladies de l'oreille interne comme la maladie de Ménière, des surdités brusques, mais la plupart du temps, ça va être des maladies progressives. La première cause de surdité, c'est quand même lié à l'âge, c'est la presbyacousie, c'est le vieillissement de l'oreille interne. Comment la déficience auditive est-elle diagnostiquée ? La déficience auditive, on va la diagnostiquer avec un examen clinique qui va permettre de retracer l'histoire de la surdité. On va faire un examen otoscopique et puis ensuite on va mesurer la perte auditive. Alors otoscopique, vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ? On va examiner le patient, ses tympans, avec un microscope au mieux quand on est ORL. Qui permet de mesurer en fait qui permet de visualiser la membrane tympanique. Ça, c'est la première étape. D'accord. Après, on va mesurer la perte auditive avec une audiométrie. L'audiométrie, elle comprend 2 parties. L'audiométrie tonale, où on mesure les fréquences et la perte sur chaque fréquence. Et il y a l'audiométrie vocale, où là, on va plus regarder la compréhension. On va faire répéter un certain nombre de mots à différentes fréquences. Et ça va nous donner l'intelligibilité. D'accord. Et quels sont les différents cas ? Donc on a, comme shérif, quelque chose qui survient brutalement. Après, il y a des cas où ça vient avec l'âge. C'est quoi les proportions ? Alors, tous les patients vont développer à un certain moment une presbyacousie avec l'âge. Ça, malheureusement, c'est... On n'y échappera pas, hein, on n'y échappera pas, confirmez. voilà. Après, il y a des surdités qui sont de survenue progressive, comme par exemple l'autospongiose ou des déformations du tympan, les poches de rétraction. Marie-Laure, vous pouvez nous raconter votre histoire, vous, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez ce problème de surdité ? En fait, je m'en suis rendu compte progressivement dans le cadre du travail, où je travaillais avec quelqu'un qui se trouvait à ma droite, et régulièrement je lui demandais de répéter. Donc vous avez eu une oreille en fait, qui a eu oui. cette problématique. Voilà, tout à fait. En fait, je suis atteinte d'une autospongiose et qui se sera apparemment déclenchée lors de ma seconde grossesse. D'accord. Alors juste techniquement, docteur, qu'est-ce qu'une autospongiose ? Une autospongiose, en fait, c'est l'un des 3 osselets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le dernier, l'étrier, va se bloquer et donc il ne va plus transmettre correctement le son à l'oreille interne. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes appareillé, c'est ça ? Tout à fait. Hein ? Et ça se passe bien, voilà. C'est quand on a découvert ça, quelle a été la démarche ? Comment ça s'est passé ? Alors la démarche, en fait, je me suis donc rendu compte petit à petit que je perdais de l'audition, enfin en tout cas que j'entendais mal. Donc pour moi, je pensais juste avoir un bouchon de cérumen dans l'oreille. Et lors d'une visite chez l'ORL pour mon petit garçon qui à l'époque avait 4 ans, j'ai demandé à l'ORL de m'ausculter. Et là, elle a regardé, et en fait il n'y avait pas de bouchon, donc elle m'a fait passer un test. Et c'est comme ça qu'on a découvert que j'avais une bonne perte d'audition, quoi. D'accord. Et qui s'amplifie petit à petit. D'accord. Et vous, en tant qu'audioprothésiste, à quel moment vous intervenez dans la chaîne ? Après la consultation du médecin ORL, le patient effectivement va d'abord voir le médecin ORL qui va diagnostiquer la perte auditive. Après ses examens cliniques, tonales et vocales, qu'a expliqué le docteur Mamel. Je vois ensuite le patient en lui expliquant ce qui existe. On va beaucoup l'écouter, il faut beaucoup d'empathie. Une personne qui est atteinte d'une perte auditive, on l'a écouté tout à l'heure avec nos 2 invités, c'est quelque chose qui psychologiquement n'est pas facile à accepter. Il y a un travail à faire sur soi-même, d'introspection, souvent d'ailleurs. Et donc au premier rendez-vous, on parle beaucoup. On échange et on écoute beaucoup les doléances, donc beaucoup d'empathie. Et comment ça se manifeste, cette perte d'audition ? Comment vous le ressentez, vous, quand vous les voyez ? Donc, quand je les vois, c'est justement on voit pas, en fait. C'est une situation de handicap qui ne se voit pas. Donc on la mesure avec des examens. Donc nous, professionnels, on la comprend. Il faut effectivement donc échanger avec le patient et ensuite, après avoir écouté ses doléances, lui proposer la meilleure solution possible avec l'aide du médecin ORL. Quelles sont les différentes étapes ? Une fois que vous l'avez rencontré, que le médecin ORL est intervenu, il y a une proposition de différentes solutions. Plusieurs solutions prenant en compte plusieurs paramètres, notamment donc la sensibilité du patient, surtout s'il y a un acouphène associé qui est invalidant par exemple, la morphologie du conduit auditif, la dextérité du patient en fonction de son âge. Effectivement, comme l'a dit le Dr Mamel, il y a beaucoup de personnes âgées qui mériteraient d'avoir des appareils, 2 sur 3 à partir de 60 ans, 3 sur 4 à partir de 70 ans, et seulement 20% d'entre eux sont appareillés. 30% d'entre eux estiment qu'il est inavouable
d'être malentendant. Donc les il y a gens quand même n'ont un pas- travail à faire. Oui. Les gens n'ont pas encore conscience de ça, en fait, hein, c'est ça. Ah, ils peuvent en avoir conscience. Bon, c'est souvent l'entourage qui va intervenir et qui va leur donner, faire On va donner cette peut-être conscience. en reparler un peu tout à l'heure. Chérif, vous, est-ce que ça a changé votre vie, votre façon de fonctionner? Je l'ai exprimé tout à l'heure, tout à fait. Ça a changé énormément de choses, notamment suivant l'environnement dans lequel on se trouve. La difficulté, même à présent pour moi en tant qu'appareillé, c'est quand il y a beaucoup de monde dans un environnement où il y a du bruit. C'est difficile. C'est extrêmement difficile. Alors auparavant, moi j'étais quelqu'un de très curieux, très avenant, j'ai fait de tout et maintenant je me mets plus en retrait, je m'efface parce que j'ai un problème de compréhension et bon, ceci étant avec le lyrique là, qui m'a été mis en place, ça va beaucoup mieux quand même. On va en parler tout à l'heure de cet appareillage-là. Marie-Laure, une fois que vous avez pris conscience, comment vous avez vécu avec l'environnement, un peu de la même manière que Chérif? Est-ce que vous êtes un peu mis en retrait ou est-ce que vous avez continué votre vie sans rien changer? J'ai continué ma vie sans la changer spécialement, mais c'est vrai que je n'en parle pas autour de moi. Il y a juste mes vraiment proches qui sont au courant. Et Aujourd'hui, en fait, c'est vrai que quand on vous voit, qu'on discute, c'est vrai que personne ne se rend compte, chacun, que vous êtes appareillé. On est dans une discussion de salon, donc ça ne change pas votre vie, sauf à des moments, je pense, un peu compliqués, quand il y a du bois, du monde autour. Hein, c'est ça, exactement. Ceci étant dit, bon, on s'adapte quand même. Hein. Ouais, après. Puis là, dans ce genre d'environnement, on est plus qu'à l'aise, on est bien entendant, on entend bien. Merci à vous pour cette première partie. Nous allons tout de suite passer à notre chronique pédagogique avec Lisa Martens et Chérif. On va vous accompagner quelques instants. Vous reviendrez avec nous juste après la chronique de Lisa Martens. Avec plaisir. Merci. L'audition, la clé de notre lien social. L'audition ouvre à l'être humain le monde des bruits, des sens, et même après donc de la vue. L'oreille qui est un organe très important et parfois on n'en prend pas vraiment conscience, qui est un organe très actif. Et souvent l'être humain ne prend pas conscience de l'importance de son audition. Souvent, quand les troubles auditifs commencent à apparaître, on les met un peu de côté, pensant que quand on est trop jeune, ça passera avec l'âge. Quand on a un âge un peu plus avancé, c'est des problèmes de personnes plus âgées. Et quand on est un peu plus âgé, on n'ose pas forcément demander de l'aide à nos plus jeunes. On a beaucoup d'a priori sur les tests auditifs et l'appareillage auditif qui font que du coup, ces problèmes s'accumulant créent surtout un repli sur soi parce que le lien social est rompu, on n'arrive plus à participer à des conversations, l'être humain se prive un petit peu de son entourage amical, familial. Et parfois, le lien social rompu, on n'arrive pas à continuer à vivre en société, ce qui crée souvent des séquences un petit peu de dépression et surtout d'incompréhension de la part de son entourage. Donc il faut vraiment, pour son bien-être et le bien de son entourage, ne pas hésiter à aller voir un spécialiste ou aller se faire appareiller si le besoin en est. Merci Lisa. Et sans transition, nous allons maintenant parler des différents appareillages et nous allons à la rencontre de Marc Boulet, audioprothésiste, pour la pose du lyrique, un appareil auditif, un reportage de Marjorie Nadal. Le patient qui vient nous voir doit avoir consulté un ORL qui a prescrit un appareillage et une non-contre-indication à l'utilisation du lyrique. C'est le seul système auditif aujourd'hui qui est d'une discrétion totale. C'est un appareillage qui se positionne en fond de conduit auditif. Il apporte une qualité acoustique qui est exceptionnelle, qui se porte de façon continue. C'est un appareillage qui, durant 2 mois, peut fonctionner nuit et jour. Les malentendants vous disent aujourd'hui qu'ils oublient totalement leur lyrique et qu'ils n'ont plus l'impression d'être appareillés. Pour poser le lyrique, j'ai commencé par regarder le conduit auditif avec un spéculum. Il s'agissait d'un changement de lyrique, donc j'ai vérifié le bon positionnement de l'appareil précédent. Et après l'avoir visualisé, à l'aide d'une pince, j'ai extrait l'appareil qui était en place. J'ai choisi en stock un nouvel appareil du même gabarit que celui qu'il avait dans l'oreille. Donc j'ai choisi un appareil de taille équivalente que j'ai programmé à l'aide de mon ordinateur. L'appareil s'active au moment où le sachet est ouvert.
Après la mise en route, je l'ai donc programmé, j'ai réintroduit les réglages que nous avions élaborés avec M. Zequan, et après avoir programmé l'appareil, je l'ai inséré dans le conduit auditif à l'aide d'une pince millimétrée qui me permet de gérer la profondeur d'insertion. Le retour du patient sur les premières insertions nous guide dans le bon positionnement. Lorsque l'appareil n'est pas bien positionné, les gens ressentent une sensation de résonance, une sensation d'oreille bouchée, ou bien nous sommes confrontés à un problème de sifflement, un problème de Larsen. Lorsque l'appareil est bien en place, le son doit paraître clair, il ne doit pas exister de résonance et le système ne doit pas siffler de façon intempestive. La base des patients lyriques est centralisée de telle sorte que les patients qui rencontrent un problème avec leur appareillage peuvent se faire dépanner par tous les centres qui sont agréés. Je m'occupe du lyrique en banlieue parisienne et Jérôme Lefebvre s'occupe du lyrique dans Paris intramuros. Et c'est vrai que cette collaboration est très très pratique pour les patients qui nous ont fait confiance. Alors, quel est le rôle de l'audioprothésiste Jérôme Lefebvre? Alors, l'audioprothésiste est un professionnel de la santé qui va s'occuper de corriger les déficiences auditives par le biais de systèmes électroacoustiques, prenant en compte donc tous les paramètres mesurés au préalable par le médecin ORL. Il va choisir avec le médecin ORL donc la solution la plus appropriée au patient, va lui la prêter dans son domicile, il va pouvoir l'essayer chez lui gratuitement. Durant cette période d'adaptation, le réglage sera progressif au fur et à mesure que le patient s'habituera à redécouvrir les sons. Voilà. Combien de malentendants sont équipés aujourd'hui d'audioprothèses? Il y a 20% de la population malentendante qui sont appareillés, donc il y a encore un travail à faire. Il y a un gros travail. Comment vous expliquez ce décalage? Il y a des freins, en effet. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup disent que c'est le coût. S'il vient en second plan, dans un premier plan, c'est l'acceptation psychologique, le refus d'être malentendant, qui va freiner dans un premier temps. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là, de communication. Pédagogie, peut-être rassurer, communication. Montrer. Alors, justement, Marie-Laure, vous êtes appareillée. Quel est votre appareillage, vous? Qu'est-ce que vous avez comme appareillage? Moi, j'ai souhaité avoir un appareillage le plus discret possible. Donc, j'ai un lyrique qui est complètement dans l'oreille. Qu'on ne voit pas, en fait, non, qui est dans l'oreille et qu'on ne voit voit absolument pas, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à avoir ce type d'appareillage? Est-ce qu'il y avait eu un frein aussi au départ sur l'appareillage? Oui, quand même. J'ai eu un peu de mal à l'encaisser. Déjà, d'apprendre qu'on est atteint de surdité, c'est toujours un petit peu délicat. C'est dur le moment où ça arrive. Et voilà, donc j'ai mis un peu plus d'1 an avant de faire la démarche d'aller chez un audioprothésiste. Et là, aujourd'hui, vous êtes contente? Aujourd'hui, je suis très contente, oui, bien sûr. La démarche était louable, donc, en fait, quand vous l'avez faite. Voilà, c'est vraiment très bien. Ouais. Chérif, vous, quel est l'appareillage que vous avez? J'ai le même type d'appareil, c'est un lyrique également. Et comment vous vivez avec cet appareil? Est-ce que vous aviez la même appréhension au départ? Du tout, parce que moi j'ai eu un intra, mon premier appareil, et dès que le lyrique est sorti, mon audioprothésiste me l'a préconisé. Et donc j'estime que c'est vraiment un appareil qui est beaucoup plus adapté sur le plan de la compréhension, de la sonorité, etc., qui permet vraiment d'avoir... Alors, vous, le professionnel, peut-être pour le grand public, le lyrique, l'intra, c'est quoi la différence et comment ça fonctionne? Il y a un grand éventail, bien évidemment, de solutions. Le lyrique a la particularité d'être le seul appareil invisible, qui est donc une insertion profonde dans le conduit auditif et permanente. On le retire tous les 3 mois par l'audioprothésiste. Le fait qu'il soit... Est-ce que c'est remboursé par la Sécu? C'est remboursé par la Sécurité sociale. Les remboursements de la Sécu évoluent, c'est de mieux en mieux. On est tout de même encore un des pays en Europe qui a le reste à charge qui est le plus important, mais ça avance. Visiblement, ça avance. Comment vous accompagnez ces freins, vous? Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens quand ils viennent vous voir, qui sont encore hésitants? Pour se faire appareiller. Oui. Alors, si c'est par rapport à l'esthétique, il y a des solutions, comme le lyrique par exemple. Et je tenais à préciser également une des raisons pour lesquelles c'est naturel, c'est que sa profondeur permet de conserver la fonctionnalité du pavillon. Donc la captation du son pavillonnaire va permettre de retrouver la directivité du pavillon et qui permet d'avoir une tonalité beaucoup plus naturelle et plus proche du tympan en étant en profondeur également. C'est important, ça je voulais le préciser. D'accord. Et quels sont les critères qui vont faire choisir un appareil ou un autre?
Donc l'acceptation psychologique, le type de perte auditive, la pathologie, l'ancienneté de la perte auditive aussi est importante. Plus le patient va attendre, plus ce sera difficile d'appareiller parce que les voies centrales auront perdu l'habitude de recevoir des informations. On va devoir mettre en place une rééducation auditive. Qui choisit l'appareil? La loi dit l'audioprothésiste, mais il ne peut pas le faire sans le médecin ORL. D'accord. Quel est votre rôle, vous, dans le choix? Comment vous conseillez, à quel moment? Alors nous, donc on va faire la prescription. Après, on va pouvoir aussi orienter l'audioprothésiste en lui expliquant s'il y a un conduit un peu particulier, s'il y a une pathologie qui fait que le conduit doit être aéré, donc il faudra plutôt un embout bien aéré ou contre-indiquer les intras dans ces cas-là. Donc voilà, on va l'aider là-dessus. Après, c'est l'audioprothésiste qui va choisir la prothèse, la puissance de la prothèse en fait, et qui va ensuite s'adapter au fur et à mesure parce que c'est lui qui va s'occuper du patient les fois où il va le régler. Continuer à le régler. Et alors le lyrique, ça fait combien de temps qu'il est sorti? Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti, il y a pas mal de recul. Donc un recul suffisant. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vers ce type d'appareillage? Qui cherche l'esthétique, oui. Puis il est très pratique, il n'y a pas besoin de changer de pile, il n'y a pas de maintenance à faire. Oui. Donc l'audioprothésiste est aussi responsable du suivi, c'est-à-dire durant toute la durée de vie de l'appareillage auditif, l'audioprothésiste doit être présent et assurer le suivi. Contrairement aux lunettes où si la vue baisse, il faut les changer, l'audioprothésiste va en assurer l'adaptation. Alors la question aussi qui vient dans l'esprit des téléspectateurs, est-ce que ça change l'audition, un appareillage? Un appareillage va changer ce dont le patient a l'habitude d'entendre. La perte auditive est insidieuse, elle s'est mise progressivement en place, bien en place, et quand on va devoir changer ça, il va falloir y aller progressivement. Donc il y a des réglages qui vont se faire petit à petit, et il va y avoir ce qu'on appelle une normalisation des seuils. À chaque étape, le patient va s'habituer à redécouvrir des sons, puis on va pouvoir en rajouter. Donc ce sont des informations qu'on va rajouter pour que le patient puisse comprendre le message. Et une véritable éducation en fait du patient pour accepter ce type de dispositif. Est-ce qu'il y a d'autres solutions quand on a un déficit auditif, par exemple la chirurgie ou d'autres? Bien sûr. La réhabilitation par prothèse auditive, c'est beaucoup de patients, mais avant de proposer la réhabilitation, on va voir si déjà on ne peut pas réparer. Donc quand on a un problème au niveau de l'oreille moyenne, notamment dans le cas de l'autospongiose, on peut proposer une chirurgie pour aller réparer les osselets, on peut réparer la membrane tympanique, traiter des infections. Il y a des traitements médicamenteux, ce n'est pas la majorité, mais dans certaines pathologies comme la maladie de Ménière par exemple. Et après, quand les prothèses ne suffisent plus, maintenant on peut proposer au patient l'implant cochléaire qui, lui, va remplacer en quelque sorte l'oreille interne et on va stimuler directement le nerf auditif avec des électrodes. Donc ça, c'est pour les patients qui ont des surdité déjà plus importantes. Plus avancées, d'accord. On arrive à la fin de l'émission, peut-être un témoignage de tous les deux, là, si des gens sont atteints de surdité, qu'ils n'osent pas encore faire ce pas-là, qu'est-ce que vous leur diriez là, à cet instant? Peut-être vous, Marie-Laure? Ce que je peux dire, c'est que cet appareil nous permet justement de vivre sans aucun problème. Il y a juste deux petites exceptions, c'est la plongée sous-marine et le saut en parachute. Mais bon, tout le monde ne le pratique pas obligatoirement tous les jours, donc non, c'est quand même un grand changement. Ça change la vie, ouais. Chérie, vous confirmez? Tout ce que je peux dire, c'est comment on faisait avant, et puis je me pose toujours cette question, puisque avec cet appareil, maintenant, je reprends goût à la vie et tout est redevenu normal. Alors je les incite vraiment à se tourner vers l'appareillage parce que c'est vital. Écoutez, merci à vous tous. On va passer tout de suite à la chronique de Lisa Martin, c'est la chronique fan de santé et on va reparler du lyrique, la solution qui enchante les artistes. Il a beaucoup été question de lyrics dans cette émission. Eh bien, le lyrics pourrait s'avérer être la solution idéale pour nos artistes, si elle ne l'est pas déjà. Si je vous parle de Phil Collins, Barbara Streisand, Sting, Eric Clapton, ces artistes de renommée internationale que l'on connaît, que l'on ne cite plus, ont un point commun. Mis à part la musique, le chant et les magazines People, ils ont un dénominateur commun qui est les problèmes auditifs. Nos artistes, souvent exposés à des sons répétés, des sons forts, à cause de leurs concerts, de leur studio d'enregistrement, ont été victimes de lésions auditives.
Et avant tout, nos artistes sont soucieux de leur image dans les magazines, dans les tabloïds, et ils ne veulent pas révéler à leurs fans leurs petits troubles. Et donc, on ne le sait peut-être pas, mais ces artistes de renommée internationale ont sans doute recours à un appareillage auditif invisible comme le Lyrics. Merci Lisa, au revoir à vous trois, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. C'est la fin d'Atout Santé, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, la chaîne YouTube Atout Santé, nous envoyer vos commentaires, vos questions sur Facebook Atout Santé et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé. D'ici là, soyez acteurs de votre santé.